Vous vous rendez compte, frère? Ces marchands et ces lettrés veulent remplacer notre beau latin par une soi-disant langue populaire, issue de diverses régions de notre belle Italie. Ils l'appellent comment déjà? Ah oui, la volgare. D'ici à ce qu'ils nous remplacent le latin pendant la messe. Ne vous inquiétez pas, frère, ce n'est pas près d'arriver. Buongiorno la squadra e benvenuto a Je Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui va vous permettre d'unifier la langue italienne, de déchiffrer les manuscrits écrits dans différents dialectes, de percer les secrets de certains livres de la bibliothèque du Vatican, de choisir de devenir grand banquier ou de rentrer dans les ordres, et même de devenir pape. Bref, tout un programme. Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est De Vulgare Eloquentia de Mario Papini, édité chez Jokix en 2010, puis dans sa nouvelle version en 2019. La première version a eu un succès d'estime auprès du public expert, saluant son originalité dans le thème et dans la transcription de cette période historique. Et c'est tout naturellement qu'une nouvelle version a été éditée afin de répondre à la demande. Cette nouvelle version modifie certaines règles en les rendant plus claires et ajuste quelques actions jugées moins intéressantes de la première version, mais sans changer la mécanique principale et le fonctionnement général du jeu. Allez, on va regarder tout ça ensemble! Et voici la table de Vulgare Eloquentia. Il s'agit du plateau de la première version, mais modifié grâce à un kit d'upgrade afin d'y jouer avec les règles de la nouvelle version. Je vous présenterai d'ailleurs les différences importantes entre les deux versions en fin de vidéo. La mise en place a été faite pour 4 personnes, avec le placement des 11 tuiles événements sur la piste des tours. Les tuiles papales ont été mélangées et placées au hasard en fin de piste. Les politiciens, les nobles, les prêtres et les copistes ont été répartis aléatoirement sur les 7 premiers tours. Les cantiques du soleil ont également été placés au hasard sur leur emplacement respectif, tout comme les manuscrits en fonction du nombre de personnes. Enfin, la bibliothèque du Vatican a été mélangée et placée en bout de piste ici. Et comme d'habitude, rappelons quelques points de règle importants. En début de partie, c'est le personnage dernier dans l'ordre du tour qui choisit d'abord un emplacement, parmi les 5 disponibles. Puis le choix continue à se faire dans l'ordre inverse. Ici, après un tirage au hasard, c'est vert qui choisit, suivi de rouge, jaune et gris. Tous les manuscrits et les cubes gagnés pendant la partie sont toujours cachés derrière votre paravent, sauf les copistes verts qui sont placés devant, ainsi que les ducats qui sont toujours visibles. Pendant la phase événement, si des cubes sont restés du tour précédent, replacez-les sur la piste. Par exemple, au tour 2, s'il reste 2 cubes du tour 1, je les replace. Au tour 8, en respectant bien sûr 6 cubes par espace, ainsi que la priorité des couleurs, rouge, noir, jaune, puis vert. Ce mode de replacement est également utilisé pour chaque cube défaussé pendant la partie. Enfin, complétez les espaces manuscrits vides. Notez bien que vous ne replacez des manuscrits qu'uniquement à cette phase. À la phase charité, chaque personnage religieux reçoit la charité du marchand le plus riche, mais uniquement s'il est moins riche que lui. Sinon, il reçoit la charité de la banque. Attention, il n'y a plus de charité à partir du tour 12. Pour la phase ordre du tour, les jetons sont placés dans l'ordre inverse de la piste de connaissance, c'est-à-dire que le dernier personnage en connaissance va avoir son jeton sur la première place, et ainsi de suite. Si plusieurs jetons sont sur le même emplacement, c'est toujours le jeton du dessous qui est considéré le plus avancé. Par exemple, ici, vert et rouge sont sur la même case, mais vert est dessous, ce qui veut dire que vert va placer son pion en premier, suivi de rouge, suivi de jaune, suivi de gris. Ensuite, vérifiez la piste repos, et le personnage avec le jeton le plus avancé doit prendre la première place et décale les autres jetons, comme ceci. Cette action est obligatoire, quelle que soit la position du jeton personnage sur la piste d'ordre du tour. Son jeton sur la piste de repos est ensuite enlevé. Pour l'action se déplacer, si vous utilisez plus d'un point d'action, vous devez dépenser 10 ducats. Attention, il n'est possible de se déplacer qu'entre 2 villes portuaires de la même mer. Et la zone de Catania n'est pas connectée
à cette abbaye. L'action manuscrit ne peut être réalisée qu'une seule fois par tour d'un personnage, et bien sûr, en fonction de sa connaissance, 1, 2, 3, 4, voire 8, et de la couleur où est situé son pion. Pour les manuscrits bleus, il faut être bien sûr dans une région bleue, violet pour violet, etc. Dès que tous les manuscrits d'un niveau ont été pris, et que la pile correspondante est également vide, décalez les manuscrits de niveau supérieur d'un cran et placez en jeu le manuscrit niveau 8. Le coût de l'action diminue d'autant, mais pas la connaissance, qui reste la même selon le manuscrit choisi, c'est-à-dire niveau 1, 2, 3, 4 et même 8. Pour l'action prendre des nobles, vous devez décider immédiatement si vous gardez le noble ou si vous le défaussez pour gagner 20 ducats. Chaque noble défaussé est ensuite replacé sur la piste du tour. L'action devinette de Vérone n'est possible que si votre personnage se trouve dans une zone bleue. Je rappelle qu'en cas d'égalité sur n'importe quelle piste, c'est le jeton personnage placé en dessous qui est considéré en avant. Vous pouvez réaliser l'action messager, quelle que soit la zone où se trouve votre pion personnage, mais il faudra qu'il atteigne Bologne pour recevoir sa récompense en connaissance. Et l'événement de Bologne étant indépendant de l'action messager, vous pouvez gagner l'événement juste en étant dans la zone. L'action Cantique du Soleil n'est activée que sur les lieux et les tours spécifiés par les tuiles placées sur le plateau, sauf pour les 3 derniers tours où les 5 villes franciscaines deviennent actives, comme indiqué ici. Concernant les actions libres, vous ne pouvez faire qu'une seule action libre de chaque type par tour, et ceci avant ou après une action principale, mais jamais pendant. Rappelez-vous que les ducats sur les événements et sur les villes ne peuvent être gagnés que si vous êtes marchand. Et oui, si vous êtes dans les ordres, vous avez fait vœu de pauvreté, ne l'oubliez pas. Si vous déclenchez l'événement Stupor Mundi, chaque personnage dans l'ordre du tour doit décider immédiatement s'il accepte de venir sur la ville de Brindisi. Il est possible d'y venir sans participer à l'enchère. Chaque personnage qui ne gagne pas l'enchère conservera ses cubes. Concernant les abbayes, si votre pion personnage se trouve sur l'une d'elles, cela vous permet de ne pas payer le coût en ducats pour gagner des prêtres avec l'action correspondante ici. De plus, chaque cube copiste devant votre paravent peut être utilisé soit pour 3 points de connaissance, en le replaçant sur la piste du tour, soit pour 1 point de victoire en le plaçant derrière son paravent. En tant que marchand, si vous vous trouvez sur un monastère et que vous décidez de devenir frère, vous devez défausser la moitié de vos ducats arrondis au supérieur. Et rappelez-vous qu'en rentrant dans les ordres, vous ne pouvez plus redevenir marchand, ni gagner les ducats par les villes ou les événements. Pour la fin du jeu, n'oubliez pas qu'elle se déclenche uniquement à la seconde tuile papale rouge révélée. Et oui, cela veut dire que l'ancien pape est mort. Tous les pions personnages doivent alors immédiatement se déplacer sur Rome avant que la phase d'action ne commence. Et en fin de jeu, pour l'élection finale, seul un personnage cardinal peut prétendre à devenir pape. Il doit avoir au moins 17 points de vote avec ses cubes. Si plusieurs personnages peuvent y prétendre, en ayant chacun au moins 17 points de vote, c'est celui le plus avancé sur la piste de connaissance qui emporte l'élection. Et oui, il faut être érudit pour devenir pape. Attention, si le personnage pape détenait une tuile cardinale avec des points de victoire, ceux-ci sont ignorés pour le calcul du score final. Avant de placer votre pion personnage à la mise en place, regardez l'ordre d'arrivée des événements. Certains pourraient vous intéresser dès le début de partie. Idem pour les cubes placés sur les premiers tours de jeu. Si vous vous lancez sur la devinette de Vérone, prenez de l'avance afin de ne pas être dépassé si vous quittez le nord de l'Italie. Ce serait dommage d'avoir dépensé des actions pour rien. Rentrer dans les ordres très tôt peut être une bonne stratégie pour profiter de la charité et rapidement devenir cardinal. D'ailleurs, le cardinal muret permet d'avoir 6 actions par tour au lieu de 5, même le tour où vous le prenez. Il est préférable de l'avoir le plus rapidement possible, et cela peut se faire avant le tour 4, sous certaines conditions favorables, que je vous laisse découvrir. Si vous avez des copistes devant votre paravent, pensez à vous arrêter sur une abbaye, pour les échanger contre des points de victoire et ou de la connaissance. En début de partie, il est préférable de ne pas gagner trop de connaissances afin d'être dans les 2 premières positions dans l'ordre du tour suivant.
Et d'ailleurs, ne négligez pas l'action repos, qui est très intéressante si vous souhaitez avoir la première place le tour suivant, notamment pour récupérer un noble ou un politicien par exemple. Enfin, n'oubliez pas que plus d'un tiers des points de victoire gagnés viendra des manuscrits. Ne les négligez pas. La configuration à 4 personnes est celle qui donne le plus d'interaction, avec une durée de partie raisonnable. Mais le jeu fonctionne très bien à 3 également. Comptez quand même 2 heures en moyenne pour vos parties. La configuration à 2 manque de dynamisme à mon goût, et je préconise celle à 5 uniquement si toutes les personnes connaissent bien le jeu. Et je mettrai une variante solo en lien dans la description de la vidéo. Placez chaque pile de manuscrits pour cacher l'emplacement non utilisé selon le nombre de personnes. Ici, 4 personnes, donc j'ai placé chaque pile de manuscrits sur cet emplacement pour rappeler qu'il faut compléter uniquement avec 3 manuscrits maximum chaque niveau. Je mettrai dans la description de la vidéo différentes aides de jeu comme celle-ci, qui résument les actions possibles, et cette autre, très intéressante, qui présente la mise en perspective thématique des événements et des actions. 4 extensions sont disponibles dans la version en financement participatif, avec des cartes et de nouvelles tuiles comme celle-ci, spécifiques bien sûr pour chaque extension. Côté matériel, dans cette nouvelle version, nous avons de nouveaux pions symbolisant votre affiliation de frère et cardinal. Il existe aussi une tuile événement supplémentaire, passant à 11 le total au lieu de 10 auparavant. Sachez que le nombre de manuscrits disponibles est maintenant différent selon le nombre de personnes et qu'une nouvelle tuile a été rajoutée dans la bibliothèque du Vatican. Côté action, il n'est plus possible de rester en mer pendant un tour, afin de n'utiliser qu'un point d'action et économiser 10 ducats. Vous devez partir d'un port et débarquer sur un port dans le même tour pour bien sûr 3 actions et 10 ducats. Changement également avec l'action Orient, qui vous permet, en ayant atteint la fin de piste, de recevoir 10 ducats par ville où vous avez déjà reçu le bonus économique. De plus, vous gagnez des points de victoire en fin de partie. Idem pour la fin de piste de l'action Messager qui permet de gagner des points de victoire en fin de partie. Enfin, vous pouvez faire l'action Bibliothèque du Vatican dès le début du jeu et vous pouvez même gagner plusieurs tuiles en refaisant l'action plusieurs fois pendant la partie, mais avec un maximum correspondant à votre connaissance. Et pour terminer, sachez que cette nouvelle version ne modifie pas fondamentalement le jeu, elle ajuste quelques actions, comme nous l'avons vu, afin d'améliorer l'équilibre des stratégies différentes, et apporte du matériel supplémentaire pour renforcer le plaisir et l'immersion du jeu. Voilà, ce que j'apprécie dans De Vulgari et Locancia, c'est d'abord son côté un peu old school, mais terriblement efficace. Les tours s'enchaînent très bien malgré le principe de jouer ces 5 actions en même temps. C'est un réel plaisir de planifier et réaliser toutes ces actions d'un seul coup. Ensuite, il y a la possibilité de changer de rôle en cours de partie, permettant différentes stratégies selon le personnage choisi. Mais vous pouvez gagner en restant marchand jusqu'à la fin. Enfin, l'interaction avec la course sur le plateau et à la connaissance, mélangée aux choix cruciaux des actions pendant votre tour, apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction. Surtout si vous avez chippé un parchemin ou un événement tant convoité par tout le monde. Et même si le jeu est classé dans la catégorie expert et demandera presque 3 heures pour votre première partie, vous serez étonné de voir les tours se dérouler assez vite, tout en vivant une belle épopée avec votre personnage dans l'Italie de fin du Moyen-Âge. Allez, j'y retourne car les manuscrits secrets m'attendent. Et à bientôt sur Je Conseille.